Allô, allô. Bonjour et rebonjour. Vous êtes encore très nombreux, c'est super. Euh, on va passer à cette séquence retour d'usage sur deux innovations, deux outils numériques innovants dont j'ai parlé dans ma présentation ce matin, qui sont le robot et le Bluetooth Low Energy, le e-beacon. Et donc nous allons écouter deux témoignages d'institutions culturelles ayant chacune utilisé cette innovation. Et on va commencer par le musée Picasso, avec Alia Nazarali, responsable du développement culturel, et qui va nous parler de l'expérience de déploiement et d'utilisation du e-beacon au nouveau musée Picasso de Paris. Bonjour à tous, je ne sais pas si on m'entend. C'est bon, ça fonctionne? Oui. Alors déjà, je m'excuse, je vois pas grand-chose derrière l'ordinateur. Mais bon, il fallait une petite femme derrière, donc ça sera fait. Donc nous, on va vous parler de notre visio-guide et de notre application mobile. Vous expliquer un petit peu comment on a construit le projet, pourquoi donc dans ce nouveau musée Picasso, comme l'a dit Pierre-Yves, et vous donner un petit retour d'expérience sur cette technologie qu'est le e-beacon, qui nous a permis de mettre en place la géolocalisation indoor dans le musée Picasso. Donc juste un petit point de contexte que vous connaissez sûrement. Le musée a rouvert ses portes en octobre 2014, après plusieurs années de fermeture, 5 ans en l'occurrence, et avec un passif assez lourd, un changement de statut aussi pendant ces 5 ans, et donc aussi une vraie volonté pour le musée de travailler sur son identité et de renouveler un petit peu l'expérience de visite et la façon dont les visiteurs perçoivent cette institution. Le chantier de rénovation a particulièrement été focalisé sur la mise à disposition de nouveaux espaces d'exposition avec plus d'œuvres, donc mise à disposition du public, et avec un meilleur accueil des visiteurs, et donc un vrai effort sur comment on accueillait les visiteurs, comment on leur faisait découvrir les collections. La collection du musée a une particularité, c'est qu'on a un grand nombre de chefs-d'œuvre, 5000 en l'occurrence, mais on a aussi plus de 200 000 pièces d'archives. Et ces pièces d'archives, on souhaitait les mettre à disposition des visiteurs, leur faire découvrir cette partie immergée de la collection. Et l'application mobile nous permettait de faire ça, alors que les pièces d'archives n'étaient pas présentées dans l'exposition inaugurale. À partir de là, on a construit un cahier des charges qui nous a permis de lancer un premier appel d'offres pour une application mobile et un visio-guide. Donc c'est un projet qui était conjoint. C'était vraiment un choix, on n'a pas différencié l'application et le visio-guide, et on a travaillé sur une même interface pour tout ce qui était in situ et pour ce qui était téléchargeable. Ce qu'on voulait à la base, c'était donner à voir un musée moderne, changer l'image que les gens avaient du musée Picasso, qui pouvait être perçu comme un musée un peu vieillot, dans cet hôtel particulier du 17e que les gens n'avaient pas vu depuis 5 ans, tout en respectant les exigences qui étaient propres au lieu, et qui étaient celles d'un hôtel particulier où les salles sont petites, on n'a pas beaucoup d'espace, c'est très labyrinthique, on ne se retrouve pas forcément facilement dans ce bâtiment, et en même temps donner à voir ces collections que les gens ne connaissaient que très partiellement. On avait aussi en tête d'arriver à diversifier le public, donc d'avoir quelque chose d'assez innovant pour aller chercher les publics qui sont fanats de numérique, qui connaissaient bien les nouvelles fonctionnalités, et en même temps de respecter les exigences d'un public plus senior qui était utilisateur des audioguides et des visioguides. On voulait aussi donc travailler sur le prolongement de l'expérience de visite des visiteurs, en gardant en tête tout ce qui était en lien avec l'accessibilité et l'interactivité, et en proposant des fonctionnalités qui permettaient justement le partage, alors qu'on est une collection soumise à l'aval des ayants droit sur quasiment tous les projets. Et donc, comme vous le savez sûrement, les œuvres de Picasso ne sont pas diffusables sur les réseaux sociaux. Donc, d'essayer de trouver des façons de partager et de faire vivre un petit peu la communauté autour du musée Picasso. Ce qu'on s'est dit aussi, c'était que le rôle d'un musée, c'était de proposer des contenus à très haute valeur ajoutée, donc des vrais contenus produits par le musée. C'est là où l'interaction avec nos prestataires a été aussi très importante, et de même que l'implication des conservateurs. Et en même temps, de laisser les visiteurs personnaliser leur visite. Alors comment ça se fait ça? C'était tout simplement en leur permettant de construire leur propre parcours et de partager leur parcours de visite idéal dans les collections. Donc de laisser une certaine liberté.
Un autre aspect qui a vraiment été au départ dans nos réflexions, c'était de se laisser, en tant qu'équipe du musée, une certaine marge de manœuvre, en ayant un back-office qui soit fonctionnel et qu'on puisse ensuite nous produire des contenus en interne, sans forcément être dépendant d'un prestataire. Et donc là, on a vraiment eu de la chance, dans la mesure où on a réussi à construire un back-office avec SmartApps, en utilisant ce qu'ils proposaient déjà, et en l'adaptant. Et ça nous a permis d'avoir maintenant une base de données médiation qui est en train d'être constituée, et où pour chaque œuvre, on documente des pièces d'archives qui sont relatives à cette œuvre-là, et qui nous permettent d'aller les solliciter en fonction des projets pour construire des parcours, réagencer des expériences de visite qui sont propres à chaque fois à chaque exposition. Et enfin, c'est aussi une donnée importante, dans ce projet-là, on a bénéficié d'un mécénat de Samsung. Donc Samsung nous mécène à la fois sur les matériaux pour les visioguides, mais aussi pour tous les écrans et les tableaux tactiles dans le musée. Et donc, on avait un matériel de pointe. Il fallait aussi une application qui permette d'exploiter au maximum ces technologies-là. Donc juste pour vous présenter rapidement le dispositif et que vous compreniez bien comment ça fonctionne, on a une seule interface, mais on a deux outils. Une application mobile qui est disponible sur les stores, donc sur Google Play et sur iOS. On a aussi un parc de visioguides in situ avec 170 machines. Ces 170 machines, ça peut paraître beaucoup quand on sait que la jauge du musée elle est à 600 personnes. On peut avoir 600 personnes à l'instant T dans le bâtiment. Et en même temps, là, on arrive à une limite, c'est que toutes nos machines sont prélouées et on va être obligé d'étendre le parc très rapidement maintenant, avec un taux de prise qui est à 11%, mais qui pourrait être beaucoup plus élevé. On propose déjà 4 langues, en français, anglais, espagnol et en langue des signes française. On a plusieurs types de parcours. Les gens, quand ils téléchargent l'application, ils peuvent télécharger le portail en entier. Ils ont accès à la billetterie, à l'agenda du musée. Et ensuite, ils ont une sorte de mini-store avec tous les parcours qu'on propose et la possibilité de choisir là un extrait gratuit, le parcours en LSF qui est gratuit, ou des parcours payants plus ou moins chers et plus ou moins développés selon qu'ils payent 2,99 € ou 1,99 €. On a plusieurs modes de navigation. Donc là, ça rejoint ce que je disais sur les publics. On a fait le choix du numérique dès le départ. Pourtant, les publics seniors ne sont pas forcément habitués. Dès qu'on leur met un Galaxy Note 3 dans la main, ce n'est pas forcément évident. Donc on a gardé une interface de clavier, donc un clavier numérique tout simple, où grâce à la signalétique, vous pouvez vous repérer dans le musée, vous tapez le numéro de l'œuvre et vous accédez aux commentaires et au contenu. En parallèle de ça, on a une fonction plan, donc là où on l'exploite avec la géolocalisation indoor. On a une fonction liste donc, qui permet une navigation thématique et on a une fonction mosaïque qui permet quelque chose de beaucoup plus joli avec la possibilité de sélectionner des images. On a des modules de personnalisation, comme je le disais, avec la possibilité de choisir des favoris, de les garder, de créer son parcours. Des fonctionnalités de partage pour dire je partage ou alors une totalité de favoris, je partage uniquement un contenu, une œuvre, un contenu d'archive. Et avec des contenus diversifiés dans la mesure où vous pouvez choisir à chaque fois d'avoir un parcours en liberté. Vous pouvez vous naviguer dans le musée comme vous le souhaitez et choisir la façon dont vous voulez avoir accès au contenu. Donc si vous voulez avoir de la documentation sur plus de 80 œuvres qui sont dans le musée, vous pouvez passer 4 heures dans le musée. Ou alors vous pouvez avoir un parcours découverte, 10 œuvres présélectionnées et comme ça vous passez 1 heure, tout va bien. Donc voilà quelques visuels. Donc là, vous voyez sur le premier la mosaïque, avec en haut les quatre possibilités de navigation. Vous avez accès à une fiche œuvre, qui est aussi les fiches qui sont constitutives de notre base de données de médiation. Et vous avez la présentation d'une séquence thématique, avec à chaque fois toutes les fiches œuvres qui sont rattachées à des séquences. Donc vous pouvez vraiment choisir de naviguer à partir des œuvres que vous voyez dans le musée, ou à partir de points d'intérêt. Donc par exemple là, les années 30 et la montée du fascisme. Ça vous intéresse comme thème, vous cliquez dessus, vous avez là le listing de toutes les œuvres qui s'y rapportent dans les collections. Là, vous avez quelques visuels de notre back-office et qui nous permet, là, à chaque fois, avec une fonctionnalité de drag and drop, de localiser les œuvres sur le plan très facilement, de mettre à jour sur les stores, de rajouter du contenu d'archives. Dès qu'on a, par exemple, une archive numérisée, on peut directement l'uploader dans le back-office, la mettre à disposition des visiteurs. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être faites en interne et je pense que c'est assez important parce que ça nous permet vraiment de suivre la vie de l'institution, de répondre aux demandes des conservateurs, de mettre en valeur les pièces d'archives et d'être très réactif sans avoir forcément besoin d'aller passer par notre prestataire.
Là, vous voyez le visio-guide in situ avec la fonctionnalité plan. Donc la petite photographie vous montre la géolocalisation indoor. Dès que vous êtes dans une salle, la salle est grisée. Donc là, ça permet au visiteur de savoir exactement où il est à n'importe quel moment, s'il choisit de passer par le parcours libre. Si vous choisissez de passer par le parcours découverte, vous êtes toujours localisé, mais vous avez ce petit parcours qui est prédestiné, avec des points d'intérêt qui sont localisés, sur lesquels vous pouvez cliquer et avoir accès à la fiche œuvre que je vous ai présentée tout à l'heure. Alors juste sur le visio-guide, avant de passer à la présentation de la géolocalisation indoor, quelques retours d'expérience. Comme je vous le disais, on a fait le choix de développer la même interface pour l'application et le visio-guide, ce qui nous permettait de proposer le même contenu qu'on télécharge ou qu'on loue la machine sur place. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on s'est dit que maintenant les gens avaient peut-être envie d'utiliser leur propre machine et d'avoir accès à du contenu à valeur ajoutée, que les gens n'avaient peut-être plus besoin sur du numérique de louer le matériel. Et donc on a fait ce choix-là dès le départ. Maintenant, on a vite constaté qu'il y avait certaines problématiques qui étaient vraiment propres aux usages in situ, notamment sur les parcours, c'est-à-dire que quelqu'un qui va télécharger l'application va être très content de savoir qu'il a des parcours à sélectionner et que s'il rentre chez lui, qu'il veut en savoir plus, il peut aller télécharger. Sur place, les gens veulent un parcours découverte ou le parcours libre, et puis c'est tout. Donc dans la nouvelle mise à jour, on a supprimé tous les parcours thématiques qui avaient tendance à perdre des visiteurs. On s'est aussi rendu compte, bon ça vous allez me dire c'est un peu évident, mais que le visio-guide était en grande majorité loué par un public senior, et que ce public-là avait finalement des pratiques qui étaient encore au début de l'usage du numérique. Et donc, la présentation de l'interface avec le clavier, qui était avant positionné après le choix de l'interface par la mosaïque, on l'a mis en premier choix. Donc les gens arrivent directement sur le clavier, et ce qui fait que les seniors qui n'ont pas forcément l'habitude retrouvent le clavier qu'ils connaissent très bien dans les audio-guides classiques. Et puis les gens qui s'y connaissent un petit peu mieux vont avoir cette curiosité-là, vont aller voir et donc vont utiliser les autres fonctionnalités très naturellement. Le troisième point, c'est par rapport à la signalétique. C'est quelque chose qui, si vous connaissez le musée Picasso, a été assez mal pensé au départ. On est en train de corriger le tir, mais c'est quelque chose qui, même pour ces outils-là, est vraiment crucial. Et je pense qu'il faut vraiment y penser en amont. Et on a eu de la chance parce que finalement, nous, on a choisi de mettre en place la géolocalisation indoor. Mais si on n'avait pas eu la géolocalisation, on aurait été bien mal, car les gens avaient beaucoup de mal à se repérer dans le musée. Je vous ai mis aussi quelques chiffres de téléchargement. Au 1er février, donc avec 3 mois d'exploitation complet, on est déjà à 12 000 téléchargements, ce qui est pour nous un beau succès, avec vraisemblablement une majorité, comme on pouvait s'y attendre, sur iOS. Et avec, comme je vous le disais, la location de 170 machines en flux tendu et cet objectif pour nous en 2015 d'étendre le parc. Sur la géolocalisation indoor, voici l'écran qui est celui qu'on propose aux visiteurs. Vous avez donc la salle dans laquelle vous vous trouvez qui est grisée, avec tous les points d'intérêt qui sont présents et qui sont documentés, qui sont mis en avant. Donc vous pouvez vraiment choisir, en fonction de la salle dans laquelle vous êtes, les œuvres sur lesquelles vous voulez des commentaires. Et vous avez ce petit bouton en bas de l'écran qui vous permet à chaque moment de vous resituer. C'est-à-dire que vous pouvez toujours aller voir ce qui se passe sur un autre étage, mais quand vous cliquez là, vous êtes toujours redirigé vers l'étage où vous êtes avec la salle dans laquelle vous êtes qui est grisée. Cette technologie fonctionne grâce au e-beacon. Vous avez peut-être eu l'occasion d'aller voir à quoi ça ressemblait en allant voir Smart Apps à la pause déjeuner. Donc c'est des tout petits objets qui font cette taille-là, et qui sont vraiment invisibles dans les salles des collections. On a eu de la chance en plus parce qu'on a développé les iBeacon en blanc chez nous. Et comme le musée est très blanc, c'est encore mieux parce que ça ne se voit pas du tout. Et donc là, vous le voyez entouré d'un petit cercle noir. C'est un dispositif qui est très simple, qui est juste posé, c'est pas collé, on peut l'enlever à n'importe quel moment. La chose la plus compliquée, c'est de la positionner en hauteur quand vous avez des chefs-d'œuvre en dessous. Mais bon, ça c'est le risque dans les musées. Mais sinon, vraiment, c'était très simple de mise en place. Et on en a eu en gros pour une journée à mettre en place les beacons dans l'ensemble des salles équipées. Donc on est à environ 50 beacons. Donc les premiers retours d'expérience qu'on a eu nous sur cette technologie, très honnêtement, on en avait besoin. Le musée est un labyrinthe et ça répondait vraiment à un besoin identifié pour nous et à une vraie demande des visiteurs.
Donc c'était une fonctionnalité dont on avait besoin, qui était utile, sachant qu'on n'avait pas le Wi-Fi dans le reste du bâtiment et qu'on ne pouvait pas localiser autrement. On a eu vraiment, on a eu de très très bons retours de la part des équipes de sécurité et des équipes techniques, parce que la mise en place s'est faite de façon très très fluide. Elle a été respectueuse des installations du musée, et finalement, dans chaque salle, on s'est dit, on a réfléchi à la façon dont c'était le plus intelligent de poser le beacon, et en une journée, comme je vous le disais, c'était fait. Sur l'utilisation par les visiteurs, il y a quelque chose qui nous a vraiment frappé, c'est que l'utilisation est très naturelle, peut-être trop naturelle, c'est-à-dire que les gens ne voient même pas qu'il y a une technologie lourde derrière qui nous a demandé quand même un peu de réflexion et de mise en place. C'est positif, ça veut dire que cette technologie fonctionne bien et que les gens sont réceptifs. Maintenant, c'était assez bluffant de voir qu'on a commencé sans cette technologie-là. Et là, maintenant, ça va faire à peu près 2 mois que c'est en place. Et les gens trouvent ça tout à fait naturel de savoir où ils sont à n'importe quel moment dans le musée. Ça fait partie des services. C'est le service de plan, tout simplement. Après, nous, c'était une vraie volonté aussi d'avoir un usage non disruptif en ayant une localisation à la salle et pas une localisation à l'œuvre. Donc, vous allez savoir dans quelle salle vous êtes, mais vous n'allez pas avoir cette finesse qui va vous dire il y a cette œuvre qui est documentée à chaque moment. Pourquoi ? Tout simplement parce que les œuvres circulent, qu'on est dans une logique aussi d'exposition temporaire, mais aussi parce qu'on voulait laisser le choix au visiteur d'aller chercher son contenu lui-même, d'aller choisir dans la salle dans laquelle il était, d'aller avoir des documents sur une séquence thématique, sur une œuvre, sur toutes les œuvres, et de ne pas avoir à chaque fois des signaux très nombreux et finalement un peu contradictoires. Pour terminer, je pense que je voulais conclure vraiment sur ce parti pris du numérique au musée Picasso. On a des demandes encore de gens qui souhaitent savoir si on loue des audio-guides traditionnels. Malheureusement, ou plutôt heureusement, on leur dit que non. On sait très bien qu'il y a des usages variés selon les publics. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'à ce stade, même les seniors qui ne pourraient pas louer le visioguide parce qu'il n'y en a plus, quand on leur dit vous pouvez télécharger l'application parce qu'on a le Wi-Fi dans le hall d'accueil, ils savent très bien ce que c'est télécharger. Ils nous sortent leur smartphone, ils nous disent « Ah oui, d'accord, je veux bien télécharger », et puis ils nous tendent leur téléphone. Et là, on se rend compte que donc ils savent ce que c'est qu'une application, ils savent comment théoriquement télécharger, mais ils ne le font pas. Ça veut aussi dire que dans quelques mois, dans quelques années, ces utilisateurs-là, ils utiliseront leur smartphone pour télécharger. Et donc finalement, nous, le parti pris qu'on a pris, c'était de partir directement dans le numérique, de rouvrir un musée en 2014 en disant on teste ces usages-là et puis on y va. Et comme on le voit, même ce public-là, quand ils ont le plan avec la géolocalisation, ils s'en sortent très bien et ils sont ravis. Le deuxième point, c'était encore une fois l'importance de la signalétique. Quand ce n'est pas clair dans le musée, ça ne sera pas clair dans votre application mobile, ça ne sera pas clair pour vos visiteurs, et ça le sera encore moins pour vos agents. Nous, on a vraiment constaté que quand vous formiez bien vos agents, tout de suite, c'est beaucoup plus fluide avec les visiteurs, et en termes d'usage, ça change tout. Quand les agents savent qu'il y a de la géolocalisation indoor, qu'ils savent l'utiliser, ils vont montrer aux visiteurs, et tout de suite, il y a une communication, une connexion qui se crée dans le musée, et vraiment, c'est une grosse valeur ajoutée à ce moment-là. Le dernier point, c'est vraiment de penser, quand on fait ce type de marché et quand on développe ce type d'application, de penser à l'évolution qu'il y a derrière. Au musée Picasso, c'est un peu particulier parce qu'on va faire que des expositions temporaires, on n'aura pas de collection permanente. Après, c'est le cas d'un grand nombre d'institutions. Et d'avoir un outil évolutif qu'on puisse adapter au cas par cas, c'est crucial pour nous. Et ça permet d'aller finalement accompagner, nous, dans nos métiers, le mouvement de l'institution qui est de plus en plus dynamique. Voilà. On peut prendre une ou deux questions. Oui. Oui, bonsoir. Bonjour, plutôt Christophe Courtin du Château des Ducs de Bretagne. J'avais deux questions. La première, c'est le coût de l'adaptation de la géolocalisation, donc du système Ibicon en plus de l'application que vous avez développée. Et la deuxième, c'est vous avez effectivement choisi de ne pas utiliser d'audio guide traditionnel. Nous, on cherche désespérément à s'en débarrasser.
même si on a déjà des applications mobiles, mais se pose la question des malvoyants et des écrans tactiles avec les malvoyants. Voilà, merci. Alors sur le coup, pour préciser, nous on a fait un appel d'offres et on a donc un marché avec le groupement SmartApps et Audiovisite, ce qui était plutôt une chance car SmartApps ils sont à la pointe de cette technologie-là. Et donc, ça nous a permis d'aller avec eux directement sur cette technologie. Maintenant, c'est quand même un coût. Là, on est environ à 15 000 € de développement sur la géolocalisation, sachant que l'ensemble du bâtiment est couvert. Donc, les espaces aussi de circulation, les salles. Sur les malvoyants, on a quelqu'un, nous, en interne, qui travaille spécifiquement sur ce public-là. On en a encore très peu à Picasso parce que c'est vrai que c'est une collection qui finalement est assez peu adaptée, un bâtiment qui est assez peu adapté également. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on vraiment les accompagne, nous, en interne. Et il y a la possibilité d'avoir des claviers qui se positionnent sur le clavier tactile également. Donc il y a des solutions, on est en train d'y réfléchir, mais pour le moment, je ne peux pas dire qu'on les accompagne de façon optimale. Oui, Christian Perrault, Institut Carnot. C'est SmartApp qui a fait le développement, donc c'est un back-office propriétaire. Vous n'êtes pas posé la question d'avoir un back-office, un CMS plus ouvert. Et d'autre part, quelle difficulté ça posait aux professionnels du musée pour se former au back-office? Alors, on ne s'est pas posé la question, si bien sûr on se l'est posé, mais c'est vrai je pense que vous connaissez tous le contexte qui a été celui du musée Picasso. On avait peu de temps, pas mal d'impératifs, on était très attendus sur la réouverture, et donc c'est vrai que très honnêtement on n'a pas eu le temps de développer ce type de technologie et de s'y pencher comme on aurait souhaité. Maintenant, on est vraiment très content de ce back-office-là, sachant qu'il a les fonctionnalités qu'on souhaite et qu'à chaque fois qu'on a des demandes, SmartApps répond bien à ces demandes-là. Après, j'ai oublié votre question. C'était sûr. Ah oui, sur la formation des équipes du musée. Alors, sur tout ce qui concerne vraiment le back-office, on a une personne qui est chargée du numérique à la conservation, donc qui est très très réceptive, qui s'est chargée de l'upload. Et après, on a quand même gardé la main au niveau du développement culturel sur tout ça. Encore une fois, on a vraiment de la chance, nous, car nos conservatrices sont très numériques, très réceptives et avaient vraiment envie de s'y coller. Oui, bonjour, Jean-Pascal Marron, Musée de la Romanité à Nîmes. Vous avez parlé de fonctionnalités de partage des parcours sans développer. J'aurais aimé en savoir plus. Alors, compte tenu des contraintes qui étaient les nôtres, elles vont peut-être vous paraître assez basiques, mais ce qu'on souhaitait faire, donc, on a ce parcours libre qui permet aux gens de construire eux-mêmes leur parcours, de choisir les œuvres, d'avoir leurs favoris. Donc tout ça c'est partageable. Donc dès que vous choisissez vos favoris, vous pouvez les partager sur Facebook par exemple, ou sur Twitter, ou par mail. Donc créez votre parcours idéal et le diffuser comme si vous étiez vous-même en fait curateur du parcours au musée Picasso. À chaque fois, on partage le titre de l'œuvre, le lieu où on se trouve, mais on ne partage pas le visuel. Et vous pouvez aussi après sur les contenus d'archives dire ah bah tiens j'ai adoré découvrir ce contenu d'archives là et donc partager tous les contenus qui sont supplémentaires en plus des commentaires d'œuvres. Donc vous partagez jamais le contenu en tant que tel, vous partagez l'expérience et donc ça incite les autres utilisateurs à eux-mêmes à aller voir et à tester votre parcours de visite par exemple. Non, c'est du texte. C'est-à-dire qu'on va dire, je partage j'ai adoré voir cette œuvre au musée Picasso, et c'est un texte avec un lien vers le téléchargement de l'application. Il n'y a pas d'image. Une dernière question? Deux dernières questions. Attention. Merci. J'ai eu la chance de visiter le musée Picasso et j'ai été un petit peu, vous en avez un tout petit peu parlé, décontenancée par le fait qu'il n'y avait aucun cartel dans aucune salle. Est-ce que c'est un retour juste des old school ou est-ce que c'est un retour général? C'était un choix ou c'était un manque de temps qu'on peut très bien comprendre, chacun d'entre nous? Je trouve qu'on a eu une commissaire d'exposition avec qui ça a été assez compliqué. Et discuter avec elle sur la médiation, c'était pas forcément simple. Et en fait, c'était son choix. Elle a refusé d'avoir
des panneaux sales. Il n'y a pas de signalétique au musée Picasso parce que c'était un refus. Donc nous, on l'a mis en place ensuite. Les cartels, on les a mis en place très rapidement. Mais rassurez-vous, à la prochaine exposition, ce sera corrigé. Ouais, très bien. Merci Pierre Herriard, Atout Culture. Juste une petite question sur les statistiques. Vous avez évoqué 11 800 téléchargements sur le dernier trimestre 2014. Si on parle en termes de taux de pénétration, ça représente à peu près quoi, si l'on compare avec les matériels distribués sur place? À peu près, hein. Alors là, donc on a eu 3 mois d'exploitation, nous, et on est bientôt à 300 000 visiteurs. Donc pour faire un petit peu le ratio par rapport au téléchargement, donc 12 000 téléchargements et 300 000 visiteurs, enfin en gros 280 000. Ensuite, sur la location sur place, ce qui est très particulier, c'est ce que je vous disais au départ, c'est que si on avait plus de machines, on les louerait. On a été très surpris de ça. On ne s'attendait pas à avoir un taux de prise aussi élevé et d'avoir aussi un temps de visite. Les gens rentrent vraiment dans le contenu, sont vraiment très contents d'avoir du contenu. Et donc ça allonge le temps de visite et ça réduit le nombre de machines en location forcément disponibles. Donc très honnêtement, on pourrait faire beaucoup plus. Pareil, on n'avait pas le Wi-Fi, donc les gens ne pouvaient pas télécharger. Mais ça aussi, c'est en train d'être corrigé. Bon, nous allons nous arrêter là. Merci beaucoup, Alia. Donc on va passer